Merci beaucoup Jean-Philippe, merci cher modérateur. Chers amis, donc nous allons faire le point ensemble sur le coronarien stent en FA, que faire? Alors, je crois que c'est un problème réellement quotidien, c'est 5 à 10% de nos angioplasties, c'est surtout quasiment un tiers de nos angioplasties du sujet âgé, donc c'est un problème majeur quotidien de la cardiologie interventionnelle. Nous avons deux documents, très beaux documents récents de 2014, les Guidelines de la revascularisation et ce très beau document de consensus qui vont nous permettre de nous guider pour trouver au mieux la meilleure stratégie antithrombotique chez les patients en fibrillation atriale. Alors vous connaissez ou vous avez vu passer cet organigramme qui est à la fois précis et complexe, et à la fois aussi relativement simple quand on s'y attache, mais j'ai décidé de ne pas vous présenter cet organigramme de cette façon, mais plutôt de vous présenter des questions auxquelles nous allons essayer de répondre, 6 questions importantes. Première question, nous allons évoquer ensemble, c'est faut-il proposer un DES ou un BMS à un patient qui est en fibrillation atriale? Alors, lorsqu'on regarde les recommandations de 2010, on avait l'impression que c'était un petit peu tout sauf le DES, et que globalement le BMS était privilégié au DES, ou le pontage ou l'angioplastie au ballon était largement préféré au DES. Il y a vraiment un changement de paradigme entre 2010 et 2014, où on a l'impression que c'est DES presque pour tous, sauf chez les malades au risque hémorragique. Il y a globalement un élément clé, c'est qu'il y a un changement complet avec des DES qui sont largement proposés chez les patients en fibrillation atriale. Et c'est probablement une des raisons qui fait que la pénétration de stent actif continue à monter en France. C'est que c'est pour nous plus une contre-indication à l'implantation de stent actif. On fait une parenthèse pour le BVS, dans ce cas particulier. Il y a probablement un problème non résolu dans le BVS chez les patients en fibrillation atriale, puisque la durée de la triple thérapie dans ces cas-là est très difficile à déterminer. Donc le BVS n'est probablement pas un bon candidat pour les patients en fibrillation atriale. Deuxième question, quelle triple thérapie devons-nous proposer à nos patients? Alors, il a bien été montré que la triple thérapie aspirine, clopidogrel, AVK majore nettement le risque hémorragique. Que vous regardiez le premier mois, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois ou la première année, vous avez toujours un surrisque hémorragique de l'association aspirine, clopidogrel, AVK. Au vu de cette majoration du risque hémorragique, il paraissait relativement intuitif de ne pas proposer d'antiplaquettaires plus puissants pour faire cette triple thérapie. C'est effectivement des données qui ont été relatées dans un registre qui date de 2013, mais qui fait date, un registre allemand, qui a montré sur une petite population de 21 patients qui étaient traités par triple thérapie avec du prasugrel, que associer une triple thérapie avec du prasugrel, aspirine, AVK, par rapport à une triple thérapie par clopidogrel, majore de 3 le risque hémorragique. Donc les recommandations nous disent de ne pas utiliser les nouveaux inhibiteurs PY12 comme agent de triple thérapie. Alors il faut toujours faire une triple thérapie ou y a-t-il une place pour une double thérapie? Premier point, la double thérapie aspirine-clopidogrel a-t-elle toujours sa place chez le patient en fibrillation atriale? Donc l'anticoagulation n'est pas toujours nécessaire, mais cela reste assez rare. En pratique, c'est des patients qui ont Schadvasc score inférieur ou égal à 1. En pratique, tous les patients sont forcément vasculaires s'ils sont dilatés, donc ils ont tous au moins 1 de Schadvasc score. Il reste une petite proportion de patients qui peuvent bénéficier simplement d'une bithérapie, aspirine, clopidogrel. Et ces données font référence à l'étude ACTIVE-A qui avait montré que la bithérapie aspirine, clopidogrel était supérieure à la monothérapie par aspirine seule. Peut-on faire une bithérapie AVK, cette fois-ci AVK-Plavix? C'est la stratégie VUST de cette bithérapie AVK-Plavix, une étude moyenne d'environ 600 patients, mais une étude qui a ouvert une voie, une brèche sur l'abandon de l'aspirine chez les patients en fibrillation atriale. Dans cette étude qui était plutôt sizée pour les événements hémorragiques, cette étude a montré que lorsqu'on utilise une bithérapie seule, on a globalement moins d'hémorragie et moins d'événements ischémiques. Cette étude est très intéressante, elle a des limites importantes. Les limites, c'est une population à faible risque. C'est que dans le bras contrôle, une triple thérapie 1 an, c'est une stratégie que personne n'utilise quasiment. Et c'était surtout une étude focalisée sur les bleedings avec un design en open label. Donc en pratique, les recommandations nous disent qu'on peut utiliser une bithérapie AVK clopidogrel en alternative à la triple thérapie, très probablement chez les patients au risque hémorragique. Ces données sont confortées par les données de registre. C'est le registre danois, très large registre, plus de 10 000 patients qui avaient fait un infarctus ou une angioplastie coronaire. Et dans cette étude, lorsqu'on regarde tous les événements, ischémiques, AVC ischémique,
bleeding, mortalité. On a une tendance vers le bénéfice de la bithérapie, AVK, clopidogrel seul. Donc il y a très probablement une place à confirmer de cette bithérapie AVK, clopidogrel seul. Quatrième question, quelle durée de cette triple thérapie? Alors, cette durée est très bien abordée, mais elle est un tout petit peu complexe dans le document de consensus. Je vous propose juste de la simplifier en une slide. Globalement, il y a les durées courtes et les durées longues. Les durées courtes, c'est-à-dire 1 mois de triple thérapie, c'est pour tous les patients avec un DES et un risque hémorragique élevé, ou les patients qui ont un BMS. Et les durées longues, c'est-à-dire 6 mois de triple thérapie, c'est pour les patients qui ont un syndrome coronarien aigu, un risque hémorragique bas, avec la précaution classique d'un NR cible entre 2 et 2,5 et d'une protection maximale des événements hémorragiques. Alors on peut se poser la question de cette triple thérapie 6 mois. En pratique, n'est-elle pas un peu trop longue, cette triple thérapie 6 mois? N'a-t-on pas de données pour proposer, même chez les patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu, des triples thérapies plus courtes que 6 mois, au vu des risques hémorragiques de la triple thérapie 6 mois? Nous avons une belle étude à nouveau sur 600 patients, un peu plus de 600 patients, l'étude ISAR Triple, présentée au TCT cette année, qui a donc randomisé chez les patients avec un stent actif 6 semaines de triple thérapie versus 6 mois de triple thérapie avec un suivi à 9 mois. Dans cette population, un tiers des patients étaient des syndromes coronariens aigus. Que nous dit cette étude sur le critère principal? Globalement, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc la triple thérapie 6 mois ne fait pas mieux que la triple thérapie 6 semaines. Et lorsqu'on regarde en landmark analysis les événements hémorragiques, on s'aperçoit que dans les 6 premières semaines, il n'y a pas de différence. Mais en revanche, en landmark, à partir de 6 semaines, il y a une différence significative entre les deux groupes en faveur de la triple thérapie plus courte à 6 semaines. Donc en pratique, cette triple thérapie, elle doit être faite avec du clopidogrel, la plus courte possible, de 1 à 6 mois, mais probablement plus proche d'1 mois que de 6 mois. Alors, 5e question, y a-t-il une place pour les anticoagulants oraux directs dans la double ou dans la triple association? C'est une problématique vraiment actuelle. Nous avons réellement une explosion des prescriptions, une explosion des molécules disponibles, 4 molécules disponibles, plusieurs doses pour chaque molécule. On a globalement assez peu de données sur les combinaisons AOD antiagrégants plaquettaires en mono ou en bithérapie. Et des recommandations, et ça je crois que c'est l'élément nouveau qui est vraiment très nouveau, c'est l'apparition de ce N dans les recommandations qui ouvre la porte aux nouveaux anticoagulants oraux dans les recommandations sur quasiment toutes les indications des anticoagulants. Je crois que ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y a près de 20 000 malades qui vont être inclus dans des essais avec les 4 molécules différentes, Rivaroxaban Pionir, Ridual avec dabigatran, Evolve AFPCI avec l'édoxaban et AAA avec l'apixaban, près de 20 000 malades en cours, ce qui veut dire que pour le moment, nous n'avons pas la réponse à cette question, et je crois qu'il faut au maximum essayer de randomiser les patients dans ces études, parce que c'est des études difficiles à mener, et il est possible que certaines même n'arriveront pas au bout. Donc en attendant, on n'a pas les résultats, on n'aura pas les résultats avant des années. Que doit-on faire? On sait que les AOD sont supérieurs ou égales aux AVK dans la fibrillation atriale. On est partagé entre la triple thérapie avec des AOD ou avec des AVK. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que cela semble plausible si on écoute les recommandations européennes. Il faut très probablement évaluer de manière très individuelle cette possibilité, en tenant compte de la carence de la créatinine, en informant le patient et en utilisant des triples thérapies courtes, avec toujours le concept d'utiliser la plus faible dose d'AOD disponible, dans la fibrillation atriale, bien sûr. Et dernière question qui est probablement la plus polémique, faut-il vraiment arrêter l'antiagrégant plaquettaire 12 mois après l'angioplastie coronaire? Donc c'est ce que suggèrent les recommandations avec toutefois 3 petites astérix, mais globalement on a l'impression qu'après 12 mois, il faut largement arrêter l'aspirine chez tous les patients stentés. Je crois qu'on peut discuter de ce point particulier. Alors si on se réfère à nouveau toujours à ce registre danois qui globalement les Danois ont le plus publié sur cette thématique, dans ces données de registre, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde les événements ischémiques sur près de 9000 patients, on s'aperçoit que chez les patients stables, 12 mois après l'angioplastie coronaire, le fait d'associer AVK aspirine ou AVK clopidogrel n'a pas permis de diminuer les événements ischémiques, décès ou infarctus du myocarde. Et en revanche, il y a un excès d'hémorragie. Globalement, on tombe toujours sur le même chiffre, 1,5 d'hazard ratio en associant AVK à aspirine, d'augmentation du risque hémorragique qui est autour de 1,5 à 2 avec le clopidogrel. Je crois qu'il faut, ce qu'on peut dire, c'est que ce que l'on sait, c'est que dans les registres, il n'y a vraiment pas de bénéfice ischémique à faire cette association, mais il y a une majoration du risque hémorragique. Les limites, c'est qu'il n'y a aucune étude qui est randomisée, qu'il n'y a pas aucune étude qui est focalisée sur le post-stenting et notamment sur la thrombose de stent, et qu'on ne peut pas faire l'extrapolation avec des anticoagulants oraux directs. Donc en pratique, je crois qu'aucune étude clinique randomisée n'a validé la sécurité de l'arrêt de l'aspirine chez le coronarien stenté de plus de 1 an.
Et c'est vrai que lorsqu'on regarde une étude SAISE sur la thrombose de stent, avec la thrombose de stent en critère principal, on a quand même envie de se dire que le régime d'antiagrégants plaquettaires a un impact majeur sur la thrombose de stent très tardive, et que je trouve que ces données font réfléchir quand même, chez les malades particuliers, sur l'intérêt de l'antiagrégant plaquettaire, même si ce n'est pas dans la même thématique des anticoagulants, elle fait vraiment réfléchir sur cette question. Je crois qu'en pratique, nous sommes obligés de stratifier et d'individualiser le risque de nos patients. Je crois qu'il faut stratifier très précisément le risque ischémique et très particulièrement le risque de thrombose de stent, en regardant si le patient est diabétique, s'il a fait un syndrome coronarien aigu, bien sûr s'il a fait une récidive ou une thrombose de stent dans ses antécédents, le type de stent, est-ce que c'est un DES, un VMS, un BVS, quelle génération de stent, une bifurcation, une longueur de stent, le tronc coronaire gauche et le score syntaxe, et bien sûr évaluer son risque hémorragique. On a l'échelle HAS GLED, mais surtout on a sa tolérance hémorragique depuis 12 mois, puisqu'il a forcément 12 mois déjà de bithérapie antiagrégant plaquettaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.